Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Il existe mille et une façons d'être entrepreneur, vous le savez puisque vous suivez ce podcast. Chacun trace sa route à sa manière, selon ses envies, son tempérament. Mais dans cette mosaïque de trajectoires d'entrepreneurs, une constante est toujours là, la passion. La passion qui emporte tout, qui dessine un but bien précis, qui fait gravir des montagnes, qui déjoue les plans du destin. La passion qui donne la force d'innover, de casser les codes, de manœuvrer dans une mer souvent déchaînée, et ce pendant des décennies. La passion qui se transmet, contagieuse, à ses enfants comme à ses employés. C'est cette passion-là que ce podcast, Héritage et Vision, vous raconte chaque mois au travers des histoires entrepreneuriales les plus inspirantes de ce pays, de ce continent aussi, parce que à travers ces histoires, c'est ce pays, c'est ce continent qui vous est raconté. Je m'appelle Najat Vallaud-Belkacem et je suis votre hôte pour cette aventure sonore un peu particulière. Aujourd'hui, l'histoire que nous allons vous raconter n'est pas seulement celle de l'homme qui un jour fonda ce qui allait devenir quelques décennies plus tard l'incroyable success story d'Ina Holding, le regretté Milou Chabi, disparu en 2016. Ce n'est pas simplement son histoire à lui, c'est aussi celle de l'après, de la continuation impérieuse, nécessaire, d'une œuvre impressionnante pour les héritiers qui suivent. Car entrepreneurs, ces héritiers le sont aussi, à leur manière, différemment, mais ils le sont. La tâche n'est pas simple pour eux. La vérité, c'est que ça n'est pas simple de procéder d'un fondateur qui a à ce point réussi à déjouer tous les plans du destin. Et c'est la raison pour laquelle on trouve parmi ces héritiers parfois un sentiment même d'illégitimité. L'illégitimité qui peut les affecter, eux qui sont bien nés, alors que le patriarche, lui, est mal né, mais a réussi tant. Cette question-là, elle traverse beaucoup de familles industrielles, je peux vous le dire, pas seulement au Maroc. J'en ai rencontré beaucoup à travers le monde qui se la posaient. Le succès de la série Succession sur HBO n'est pas dû au hasard. Et c'est pourquoi, évoqué avec un de ces personnages, Omar Chabi, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation, toutes les difficultés et les challenges, comme on dit, de la transition et de la succession d'une aventure comme Ina Holding, c'est un plaisir pour moi. Merci Omar Chabi de nous avoir rejoints. Merci Najat, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici et d'être à l'UM6P. Oui, on est très heureux de vous accueillir dans ce studio de l'Africa Business School, très exactement, qui accueille régulièrement nos podcasts, et de discuter avec vous. Voilà, on va se donner le temps. On n'est pas dans un exercice médiatique classique. On a vraiment envie d'aller en profondeur pour apprendre à vous connaître mieux, apprendre à connaître ce qu'on ne sait pas déjà des aventures de Ina Holding et de Milou Chabi, votre père. Alors, si vous voulez bien, on va tout simplement prendre les choses dans l'ordre, commencer par le commencement. L'histoire de Milou Chabi, elle fait partie quand même du patrimoine national et je pense que beaucoup de gens en connaissent 90%. Mais je voudrais revenir sur ce parcours. Beaucoup d'observateurs, j'ai remarqué, qualifient ce parcours de celui du petit berger devenu milliardaire. Alors, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement parce que moi-même, j'ai souvent été qualifiée de petite bergère devenue ministre. Alors, bon, je suis pas milliardaire, mais c'est assez amusant. Donc, Miloud, c'est vrai, on va l'appeler comme ça si vous m'y autorisez. Bien sûr. Miloud, en effet, est né et a commencé sa prime enfance dans une commune du nom de Chiadma. Oui. Voilà. Zilat, plus précisément. Exactement. Merci. C'est à ça que sert cette conversation, c'est que vous me repreniez, vous précisiez. Ouais. Mais en tout cas, c'est près d'Essaouira. Oui. Voilà. Dans une famille pauvre, très pauvre. Oui. On raconte souvent il était le premier à le faire, qu'il a même perdu un petit frère de la faim, tout simplement, ou qu'une de ses sœurs a été mariée. On l'a en réalité vendue contre quelques chèvres, je crois. Oui. Il raconte aussi souvent il racontait sa peur bleue lorsque un jour, alors qu'il était censé garder un troupeau de chèvres, il s'est assoupi et qu'un loup en a emporté une et qu'au réveil, il a eu trop peur de la fureur paternelle et qu'il a préféré fuir. Oui. Et qu'il s'est retrouvé vagabond à errer de rue en rue. Et puis, on le retrouve finalement quelques années plus tard
à Kenitra, plus précisément, s'installant et à l'âge de 18 ans, en 1948, créant sa première entreprise. Oui. Déjà, c'est un peu surprenant, mais bon, Oui. on va y revenir. Donc, cette entreprise première de 1948, c'est ce qui, petit à petit, des décennies plus tard, deviendra cet empire industriel, financier, avec une trentaine de filiales, avec une diversification des activités énorme, BTP, immobilier, agroalimentaire, grande distribution, tourisme et tant d'autres. Je vais bientôt m'arrêter. Je voudrais vous laisser la parole. Je terminerai juste par dire quand même 20 000 collaborateurs. Oui. Franchement, Omar, quand vous regardez cela, d'abord, quel regard vous portez sur cette histoire à dormir debout? Oui. Comment est-ce que ça a été possible? Moi-même, je me pose la même question. Je dis toujours, quand on fait un Marrakech et Essaouira, et même avant, maintenant, il y a une grande double voie, mais avant, on voyait un petit garçon de 8 ou 9 ans avec une petite djellaba qui nous faisait coucou comme ça, avec quelques brebis autour, et c'est Miloud Chabi. On le visualise très bien, cet enfant. Et on le visualise très bien, et c'est une histoire invraisemblable, mais le parcours est... je dirais, truffé de miracles, mais aussi de beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance, une capacité à travailler et à retravailler et à réessayer que j'ai rarement vu. Et qui est en général un des secrets de l'entrepreneur. On reviendra tout à l'heure sur votre parcours à vous, mais je précise que vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis dans l'univers du marketing notamment. J'imagine que vous avez vu passer beaucoup de business cases d'entreprises. Oui. Est-ce qu'il y en a un dans lequel l'histoire de votre père aurait pu entrer sans doute au forceps, mais bon, voilà, ou est-ce que c'est complètement exceptionnel? En fait, c'est des histoires humaines. C'est vrai que quand on parle d'une histoire marocaine, et africaine, les jeunes entrepreneurs marocains et les jeunes entrepreneurs africains s'y retrouvent plus vite. Mais c'est la même histoire humaine. C'est des gens qui sont nés d'abord avec une vision, parce que si vous allez au village de mon père et vous imaginez il est né en 1930, donc comment est-ce qu'un enfant, peut-être en 1942, a imaginé qu'il y avait une vie au-delà de la montagne qui était en face de lui? Comment est-ce qu'il a imaginé qu'il y avait une vie meilleure? Est-ce qu'il a entendu les gens parler? Mais c'est vrai que c'est des gens d'exception. Ford serait un des exemples les plus, c'était d'ailleurs son exemple favori. Ford serait un de ces exemples. Ah, c'est intéressant de savoir qu'il avait un modèle, donc c'était celui-là. Oui. Okay. Oui. Et moi, j'ai beaucoup lu sur la vie de votre père, donc je crois avoir compris que malgré toute la réussite entrepreneuriale qui fut la sienne toutes ces années durant, il n'a pas forcément été accueilli bras ouverts par ce qu'on appelait à l'époque la bonne société fascie ou l'élite qui voyait en lui un petit peu quelqu'un venu d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Est-ce que lui en parlait? Est-ce que ça l'a affecté? Ça l'a affecté. Il en riait. C'est vrai que ce genre je l'appellerais pas racisme parce que c'est pas du racisme, mais c'est du régionalisme. Le faisait rire. Ma mère elle-même est fascie, donc il avait souvent des anecdotes qu'on raconte comme ça où les gens ne comprenaient pas ou n'imaginaient pas qu'ils pouvaient comprendre. Mais il en riait. Il avait aussi un petit esprit revanchard parfois, non? Je me suis laissé dire que quand on lui a pas permis, par exemple, d'acquérir une entreprise qu'il convoitait, quelques années plus tard, il a créé le concurrent de cette entreprise pour pouvoir la racheter. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'était pas de la revanche, c'était de la... je pense que c'était plus que ça, parce qu'à un moment donné, maintenant que j'y pense, il voulait s'engager dans l'armée,
Donc, il voulait juste améliorer sa condition. Il avait cette rage de vivre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'était pas de la revanche, mais c'était... il disait, moi, j'aime gagner. Alors, d'où vient cette envie de gagner? C'est ça qui m'intrigue aujourd'hui. Sortons un instant de votre père, mais le régionalisme ou le classisme, vous le constatez toujours dans la société marocaine ou pas? Est-ce que ce genre de choses pourrait avoir lieu, par exemple, un entrepreneur qui viendrait du RIF au hasard? Est-ce qu'il serait regardé ainsi? De manière plus anecdotique que viscérale. Je dis souvent que les Marocains, c'est vrai, et peut-être qu'un jour je le ferai, mais je dis j'ai envie de créer une sorte de fondation ou d'association où on éduquerait les gens sur ces concepts-là. Donc un Marocain, quand il est raciste, c'est par manque d'éducation ou d'information que par au Maroc, on va pas vous refuser un job parce que vous êtes d'une certaine couleur. Vous ne serez pas, on va pas vous refuser d'être admis dans une université parce que vous êtes d'une certaine tribu ou d'une certaine couleur. Et ça fait chaud au cœur. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, ça m'a avec le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel on vit, franchement, c'est. Mais les gens feraient des remarques déplacées, des remarques racistes. Ils vont dire celui-là, il est noir, celui-là, il est éméreux, celui-là, il est arobé, celui-là, il est rifin. mais plus par remarque déplacée que par méchanceté. Revenons à Miloud. Comment lui-même voyait sa success story? Je sais que c'est quelqu'un qui était très pieux. Est-ce qu'il y voyait, j'allais dire, la puissance divine, la force du destin, quelque chose qui relevait de l'au-delà, ou est-ce qu'il considérait que c'était son travail, ses efforts? Je suis curieuse de savoir parce que il avait, en tout cas dans les images que je pouvais voir de lui, il avait à la fois une espèce de hauteur de vue, de distance, de grande sagesse, née évidemment de la répétition des succès. Il y a un moment où on finit par acquérir une assurance personnelle et en même temps, on sentait le petit garçon et le petit berger en lui. Donc, je suis curieuse de savoir comment il vivait lui-même son succès. Alors, pendant longtemps, j'étais chargé du marketing du groupe. Et j'étais chargé de gérer son image. Concept qu'il trouvait très bizarre. Mais bon, finalement, il a joué le jeu et il m'a fait plaisir. Mais je pense qu'il ne se rendait pas compte de qui il était. Il savait qu'il y avait une force divine. Il savait qu'il fallait beaucoup travailler, qu'il fallait être très sérieux. En fait, j'ai grandi dans une maison où il était interdit de jouer aux cartes. Ah oui. Oui. Parce qu'il pensait que c'était une perte de temps. Je l'ai dit à un ami une fois et je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà vu mon père jouer aux cartes? Il me dit, mais est-ce que tu as déjà vu ton père jouer tout court? Donc, c'était beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de foi. Un monsieur qu'il avait rencontré une fois m'avait dit, c'est marrant, c'est comme si vous dites à quelqu'un, vous savez, vous partez 2 rues à droite, vous partez 2 rues, vous tournez à gauche, il y a une épicerie. Et la personne allait faire ce que vous lui avez dit, elle était sûre de trouver une épicerie. Ben lui, il était sûr qu'il y avait un Dieu. C'était pas quelque chose qu'il interrogeait. Ou qu'il et c'est de là que vient sa piété. Mm-hmm. C'est fort. Hein? Oui. Passons un petit peu, d'autant que vous venez de commencer à l'évoquer, à l'envers du décor, c'est-à-dire le foyer, le domicile familial, tout simplement. Vous évoquiez le fait de ne pas jouer aux cartes. Je vais faire un petit peu appel à vos souvenirs, parce que là, pour le coup, c'est un
un univers qu'on connaît moins. Hein. Je disais qu'on savait beaucoup de choses de Milou Chahabi, mais par contre, ce qu'il était comme père, comme mari à la maison. Première question, peut-être. 20 000 employés qui, si j'ai bien compris, avaient tous le numéro de portable du patron. Est-ce que ça lui laissait le temps d'être père? Oui. Oui. Il était vraiment présent. Oui. Très présent. Mais pour lui, et j'essaye franchement d'appliquer ça avec mes enfants aujourd'hui, c'est s'il n'y avait pas le travail et la famille, c'était le travail et la famille. Et il faisait les deux à la fois. Donc, il jouait pas au jeu comme les cartes, mais il faisait beaucoup de sport. Et il nous encourageait à faire beaucoup de sport. Il y avait et on était éduqués à la dure. À l'époque, ça nous faisait pas plaisir du tout, mais on était éduqués à la dure. Tout devait être mérité, tout devait être respecté. Ça veut dire quoi concrètement au quotidien? Au quotidien, ça veut dire que il fallait avoir un sens de la discipline. Militaire un peu. Pas militaire. Alors bizarrement, c'est l'image qu'on a de lui, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert d'esprit. J'ai grandi dans une famille où on a fait la fête tout le temps. J'ai grandi dans une famille où chaque week-end, il y avait des musiciens. Il était très proche des musiciens, des artistes. Mais que il avait certaines règles qu'on n'avait pas le droit de transgresser. Notamment, et je disais même ça à mon fils l'autre jour, et c'est marrant parce que ma mère et mon père qui se sont connus à la manière traditionnelle, hein, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont jamais vu, ils se sont mariés, c'est bon, ça a marché. Ils avaient cette relation fusionnelle et ils étaient d'accord sur plein de concepts. Un des concepts, c'est qu'on avait droit pratiquement de tout faire, sauf toucher à la drogue ou se prendre pour quelqu'un. C'est bizarre. Et ce concept, je comprenais pas. Mais dans leur tête, c'était, en arabe, on appelle ça torian. Et pour eux, dès qu'on se prend pour quelqu'un, on commence à faire n'importe quoi. C'est-à-dire trop d'ego, quoi. Trop d'ego. On n'avait pas le droit à l'ego. Alors déjà, on s'appelle Chahabi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Impossible de nous googler. Vous allez sur Google. Il y en a trop. C'est que des musiciens très intéressants d'ailleurs. Mais il fallait être humble. Il fallait être humble tout le temps. Mais vous aviez quand même le droit de vous féliciter quand vous aviez des bonnes notes. J'ai appris à le faire moi-même. Ouais. Oui. À l'époque, on connaissait pas ces concepts de féliciter les enfants, l'éducation de les rassurer, positive, ouais. De leur dire non, je t'aime mon fils et tout ça. C'est pas. Tu traverses une tempête d'émotions et c'est ok. Oui, essaye de comprendre. Oui, c'est vrai que on était loin de tout ça à l'époque. Oui. Et vous aviez conscience, enfant, que votre père était ce personnage hallucinant ou Pas jeune. Pas jeune. Je pense que je l'ai compris et j'ai commencé à le comprendre vers l'âge de peut-être 16 ans, 17 ans. Ah oui, dis donc. Oui. Parce que il était quand même déjà engagé en politique, oui. Donc il était quand même, on le voyait souvent dans la presse. Oui. Mais ce n'est qu'à partir de l'an 2000, on va dire, qu'on a commencé à communiquer, à sortir dans la presse. Oui. Avant, on était très ce que les Américains appelleraient low profile. Oui, ce qui est plutôt précieux pour les entrepreneurs généralement. Bien sûr, clairement. Donc du coup, si ça n'est qu'à partir de 16 ans, ça veut dire que vous étiez pas non plus du genre à clamer sur tous les toits, voilà, je suis le fils d'eux, etc. Vous étiez... Non. C'est réservé. Non. Je pense qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Je pense qu'on n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Donc, D'accord.
On disait tout à l'heure qu'il était assez pieux. Éducation stricte du point de vue religieux aussi? Non. Non? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Il y avait des règles qu'il fallait respecter, mais on n'a jamais grandi dans l'endoctrinement. Il y avait une ouverture d'esprit extraordinaire. On avait ouverture sur les autres religions d'abord, et sur les autres choix personnels. Donc non, franchement, j'ai jamais senti cette pression. Je vous ai pas demandé, mais donc on a suivi son parcours, il a quitté son village natal, etc. Mais ses parents, ses propres parents et frères et sœurs, il les a retrouvés à un moment donné? Bien sûr. Oui. Bien sûr. D'accord. Parce que quand il est venu d'Essaouira, il est parti à Marrakech. Beaucoup de tribulations à Marrakech. Et après, il est parti à Kénitra. Kénitra était l'Eldorado de l'époque. C'était un peu l'équivalent de Casa aujourd'hui. Il y avait une base militaire américaine. Il y avait beaucoup de choses à faire. C'était en pleine construction. Et son frère travaillait là-bas. Donc, il a tout de suite fait appel à son père pour venir le seconder. Le seconder, non, mais pour venir habiter avec lui et tout ça. Ça me rappelle un truc intéressant, hein, parce qu'on parlait d'éducation et d'émotionnel et tout ça. Son père, je ne sais pour quelle raison, l'appelait toujours le caïd. Le caïd. Même très, très jeune. Hein. Je ne sais pas si ça a contribué à son leadership après, mais son père avait bien sûr une relation très, très proche. Ça me rappelle un livre que j'ai lu un jour qui s'appelle Freakonomics. Peut-être que vous le connaissez, sûr, oui. De Stephen D. Levitt. Mais c'est très intéressant parce que dans un de ses chapitres, il aborde, alors c'est aux États-Unis, hein, mais il aborde la question des familles dans lesquelles on choisit d'appeler son fils Loser, qui est un prénom qui existe aux États-Unis et qui est assez usité dans les familles noires américaines. Et ça le surprend. Donc, il dit, et du coup, quel impact ça a sur la suite et le parcours et la vie des enfants concernés? Et il fait une étude là-dessus et il apparaît clairement que, en fait, c'est très important le prénom qu'on donne à ses enfants. Oui, c'est très important. Celui qu'on leur donne. Et puis, la façon, le surnom, etc., qu'on va leur donner tout au long de leur enfance. Donc, en l'occurrence. C'est toute une science, même. C'est toute une science. Parce que, en l'occurrence, les gamins qui s'appelaient Loser avaient plus de chances de rater leur vie. Enfin, ça m'avait terrifié. Non, bref, le caïd. Mais nous, ce nom qu'on avait a beaucoup conditionné notre manière de faire. Clairement. C'est certain. Du coup, vous avez connu vos grands-parents? Alors, j'étais trop jeune pour les connaître. J'étais trop jeune pour me rappeler de mon grand-père paternel. Il a vécu jusqu'à l'âge de 118 ans. Je porte son prénom. On vous souhaite la même chose. C'est formidable, 118 ans. Et je me rappelle de mon grand-père maternel. D'accord. Alors, je reviens donc à cette éducation qui était la vôtre, même si vous disiez finalement votre père comme votre mère était assez ouvert d'esprit, etc. Il n'en reste pas moins que votre père en particulier, ayant vécu cette enfance pauvre qu'on a évoquée tout à l'heure, est-ce qu'il n'avait pas gardé des séquelles? Par exemple, moi je vois avec mes enfants qui ont une enfance, j'allais dire, plus favorisée que n'a été la mienne, je trouve ça insupportable quand je les vois gaspiller de la nourriture. Est-ce qu'il n'avait pas des choses, des petites obsessions comme ça qui disaient finalement l'ancien pauvre? La paresse. Ah oui, il ne supportait pas ça. C'est le rapport à l'effort, en fait. C'est le rapport à l'effort. Ouais. Et encore une fois, même ma mère a toujours eu ce rapport à se prendre pour quelqu'un. Ouais. Et elle le rappelait à l'ordre, même lui. Hein. Je pense que c'est les deux choses intolérables. Le reste, je pense qu'il y avait de la musique, du chant chez nous tout le temps. Mon père amenait ma sœur en boîte.
Incroyable. Quand ma mère lui disait, mais tu es fou, il dit, non, mais sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va l'emmener en boîte. Ouais, je peux le faire. Donc, on a grandi, alhamdoulilah, dans la joie et tout ça. Et dans une ouverture d'esprit déconcertante pour moi. Parce que je sais pas comment ils ont fait pour s'ouvrir à ce monde, à nous faire visiter des églises, des synagogues, alors, est-ce qu'avant, les gens étaient comme ça et après, la société a changé? Ou est-ce que, mais je vois aujourd'hui une rigidité d'hommes dans la société, je dis, c'est pas possible. Ouais, mais je crois que la société a changé, malheureusement. Peut-être. Ouais, le monde a changé. Votre mère, tout de même. Mama, en plus. Oui. Même prénom que la mienne. Ah ouais? Bien sûr. Super. Ça ne m'a pas échappé. Super. J'ai beaucoup aimé une formule que vous avez utilisée un jour. Vous disiez, c'est la présidente du président. Clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était son compass, son true north. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Quand il tournait sur lui-même. Quand il savait pas quoi faire, c'est à elle qu'il revenait. Et quand nous, on n'arrivait pas à le convaincre de quelque chose, on arrivait à la convaincre. Vous alliez la voir. Et elle nous réglait plein de choses. Elle a été contaminée, elle aussi, par l'esprit entrepreneurial. Hein, Clairement. hein, c'est un virus, Clairement. tout ça. Parce que finalement, on la retrouve donc quelques années plus tard, lorsque après le décès de votre père, c'est elle qui reprendra les rênes Oui. de INA. Mais vous diriez que c'est aussi une entrepreneuse? Oui. Alors, elle a... Je pense que tous les deux, subhanallah, ils étaient dotés d'une intelligence intuitive. Donc, des fois, elle est en réunion et c'est... mon père n'a jamais été à l'école, il a été au MSID, donc à l'école coranique. Ma mère, ils l'ont sorti du CE1 ou du CE2. Ce qui l'a beaucoup chagriné parce qu'elle a encore elle adore ça. ses cahiers et ses crayons. Et ils lisent beaucoup. Tous les deux, ils étaient ce qu'on appelle news junkie, donc tout le temps en train de lire toutes les infos, mais aussi lire beaucoup de bouquins et s'instruire. Et alors, je n'en suis pas fier, mais des fois, en réunion, on se dit, mais est-ce qu'elle comprend ce qu'on est en train de dire ou elle comprend pas? Et elle va faire une remarque, c'est pas possible. Et donc, beaucoup d'intelligence intuitive. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 89 ans. On lui souhaite longue vie. Merci. Cette question du virus entrepreneurial, elle se pose aussi pour les enfants, à vrai dire. Oui. Hein? Oui. Vous l'avez attrapé assez vite. Oui, à la naissance, je pense. C'est vrai? Je pense à la naissance. Parce qu'on ne sait pas... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais très peu de nous ont eu cette crise existentielle où ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Tout le monde savait qu'il allait faire de l'entrepreneuriat. On a quelques membres de la famille qui n'ont pas fait ça et qui ont réussi brillamment leur carrière, mais très peu de nous se posaient une question là. Et c'est comme ça qu'on donc, retrouve... je pense... Alors, on parlait beaucoup de business à la maison. Ouais, c'est ça. Moi-même, quand je suis parti en business school, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? On m'a appris ça il y a longtemps. Et donc, il fallait apprendre d'autres réflexes, d'autres mécanismes, d'autres... Et c'est comme ça qu'on retrouve, mais on y reviendra tout à l'heure, tous vos frères et sœurs finalement engagés dans INA Holding. Oui. Hein. En revanche, il y a un virus que vous n'êtes pas tous à avoir attrapé, c'est celui de la politique. Donc, on redit ici que Miloud a été à la fois comme président de chambre de commerce, comme député, toujours très comme engagé, maire de ville. comme maire, toujours très engagé sur cette question politique, ce qui n'a rien d'évident, parce que normalement, quand on est un grand chef d'entreprise, on cherche la neutralité, enfin, en tout cas, c'est plus classique, disons. Oui. Et donc, cette caractéristique-là du patriarche, elle a été quand Même héritée aussi, au moins par Faisal et Asma. Hein, c'est bien ça, par Fawzi et Asma, pardon. Ça, par contre, vous, non. Pas moi. Non.
Je pense qu'il y a que, maintenant que vous le dites, hein, il y a que Faisal et moi qui n'avons jamais attrapé ce virus politique. Mais tous mes frères, et Asma aussi, ont été soit députés, soit maires de ville, soit maires de circonscription, soit... Non, mais vous, non. Pas moi. C'est un peu curieux à mes yeux parce que pourtant on voit bien en vous, notamment le communicant. Vous aimez bien ça? Oui. Je vous écoutais tout à l'heure avec les étudiants qui vous posaient des questions. Vous êtes très pédagogue, très didactique. D'ailleurs, vous auriez fait un très bon enseignant à mon sens. Ça a toujours été mon rêve. C'est vrai, hein, ça m'étonne pas du tout. Je devrais le faire un jour. Très, très bon. Ouais. Mais la politique, du coup, non. C'est parce que vous vous en méfiez un peu. Je pense que je n'avais pas le tempérament. Ouais. Juste que je n'avais pas le tempérament et je suis très impressionné par les politiciens et par leur patience, par leur persévérance, par leur capacité à répéter quelque chose pendant des années avant de voir un projet de loi ou un projet. Je n'ai jamais eu ce tempérament, franchement. Alors, concentrons-nous un peu sur vous. Oui. Donc, on est en quelle année lorsque vous arrivez aux États-Unis? On est en 92. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Ok. Donc, business school, comme vous le disiez, c'était une évidence. La question ne se pose pas. Vous êtes dans quelle ville aux États-Unis? À San Francisco. San Francisco, pas loin de la Silicon Valley. C'est là où j'attrape le virus de la technologie. Évidemment. Vous allez même créer une start-up. J'ai créé une start-up, oui, qui s'appelait RadioFly. Au bout de combien d'années d'études de la création de la start-up? Alors, j'ai travaillé aux États-Unis dans des start-up. Et après, j'ai créé en 98 une start-up qui s'appelait RadioFly, qui faisait de la radio et de la télévision sur Internet. Ça a l'air très savant, mais à l'époque, c'était une sorte de Google pour les radios et pour les télévisions. C'était très avant-gardiste. Ça m'a appris la technologie et le potentiel de la technologie. Voilà. Vous étiez associé? J'ai toujours le virus. Non. Vous étiez seul. Vous alliez donc chercher vos investisseurs. Oui. J'ai convaincu des gens pour m'aider dans le code, j'ai convaincu des gens pour m'aider dans le design. Et voilà. Donc finalement, une option aurait pu être de rester là-bas et de continuer, faire grandir cette start-up. Oui. C'est votre père qui vous demande de revenir ou c'est vous? Non. Je décide tout seul. Je lis un bouquin qui s'appelle Who Moved My Cheese? Et c'est un bouquin qui est écrit par Kenneth Blanchard, le fameux monsieur qui avait écrit le One Minute Manager. Alors, c'est pas des propos aujourd'hui extraordinaires parce qu'on les trouve sur TikTok et tout ça, mais avant, c'était quand même révolutionnaire. Ça m'avait beaucoup touché. Une semaine après, j'étais au Maroc. Moi qui ne suis pas très efficace. On aimerait bien savoir ce que disait ce livre quand même. Ce livre, en fait, j'étais à un âge où il fallait soit que je rentre au Maroc et que je construise toute ma carrière au Maroc, soit que je reste là-bas et c'est un choix de vie, c'est pas qu'un choix de carrière. Et je me posais cette question. Quand j'ai lu ce bouquin, en fait, ce bouquin disait qu'à un moment donné, il fallait changer de paradigme. On essayait d'avoir quelque chose, ce fameux cheese, parce qu'il raconte l'histoire de 3 souris qui sont dans un labyrinthe et chacune aurait une réaction différente. Donc, une va partir dans le même endroit pour chercher, mais finalement, il n'y avait plus de fromage là-bas. Et une autre, peut-être le héros, je dirais, de l'histoire, va tout de suite comprendre qu'il fallait carrément sortir et aller dans un autre labyrinthe. Aller hors du cadre, en fait. Aller hors du cadre. Alors, c'était à la mode à l'époque, les thinking out of the box. Oui, c'est ça, le fameux. Et donc, c'est ça qui vous pousse à prendre une décision. Et c'est ça qui me pousse à prendre une décision. Je reviens. Alors, j'avais un ami à moi, toujours un ami, Youssef Chokri, qui me dit, tiens, il y a un super plan si tu veux trouver des jobs qui payent très, très bien aux États-Unis. Il faut aller faire une formation sur les ERP. Les ERP, c'est une sorte de progiciel de gestion. Oui, les Français, ils appellent ça les progiciels de gestion intégrés. Et sur un ERP en particulier qui s'appelle SAP.
Alors, moi qui ai grandi dans le business et qui ai grandi dans ça, je vais faire la formation et quand on m'apprend ce que c'est, je trouve que c'est extraordinaire comme système. Et je reviens avec ce projet dans la valise. Parce qu'en fait, c'est une espèce de tableau de bord qui permet de gérer plein de choses en même temps, c'est ça? Tableau de bord in fine, mais avant, il faut savoir qu'avant, la comptabilité était un logiciel, les achats étaient un logiciel, les ressources humaines sont venues bien après, c'est un autre logiciel, et personne n'avait pensé à connecter tout ça. SAP, il l'a fait, après Oracle, longue histoire. Et je rentre avec ce projet que je présente à mon père. Alors, je prépare un PowerPoint, c'était la mode. Hein. C'était du très sérieux. Et je me dis, mais comment je vais lui expliquer? Parce qu'en plus, je n'avais pas son jargon et j'arrivais avec mon jargon. Et j'avais peur qu'il me prenne pour un, comment on dit au Marocain, un philosophe. Tu racontes n'importe quoi. Et donc, la présentation devait durer 30 minutes. Elle a duré 3 minutes. Comment ça? Il vous a interrompu méchamment? Il a dit, j'ai tout compris. Tu vas m'implémenter ça partout. Ah ouais? Ouais. Ah, mais il était formidable, Ouais, en fait. ouais. Il a dit, j'ai bien compris. Ah oui. Je lui dis, c'est bon. Il m'a dit, c'est bon. J'ai compris que c'est un seul système. Quand je sors le bon de commande, il faut sortir la facture en même temps. Il faut sortir le bon de réception. Je dis, waouh. En même temps, il avait un sens aigu des affaires. Oui. Pas... Il avait... c'est quelqu'un qui a fait ça lui-même, donc il comprend exactement comment ça marche. Et j'ai commencé à faire ça. Alors, il fallait prendre son bâton de pèlerin et convaincre tous les collaborateurs, notamment les directeurs, qui, quand vous arrivez et surtout dans la manière dont on est organisé, nous, quand vous arrivez, vous n'êtes pas le fils du patron parachuté qui dit, allez, faites ça. Il fallait convaincre les gens à vous suivre. Et bien sûr, il y avait, comme partout, les early adapters, je ne sais pas comment on les appelle en français, mais les innovateurs. Les innovateurs qui disaient, ah oui, c'est super. Ouais. Les réticents, et puis des gens qui n'allaient jamais croire en ça. Et on a fait, petit à petit, on a commencé bon, aujourd'hui, c'est un système qui tourne dans plusieurs de nos filiales. Et voilà. Alors, ce jour-là, en 3 minutes, il a dit banco. Mais est-ce que par la suite, parce que vous allez vous occuper de tous ces sujets un peu de technologie, de communication, de marketing, est-ce que par la suite, il vous est arrivé de vous affronter avec votre père sur le mode du classique versus moderne, ancien versus actuel? Franchement, pas beaucoup. Parce que quand je suis rentré, j'avais une idée en tête. Je me suis dit, ce monsieur, ça fait 50 ans qu'il réussit tout ce qu'il fait. Soit il a une chance incroyable, soit il sait vraiment ce qu'il fait. Si c'est de la chance, je veux être à côté de cette chance. C'est ça. Si c'est du savoir, je veux je le regarde. Et je notais un peu à chaque fois tout ce qu'il avait comme idée et j'en faisais des concepts. Et j'essaie aujourd'hui de les théoriser, en fait. De lui, les théoriser. Il le faisait intuitivement. Voilà, lui, il le faisait normalement. Ouais, c'est pas mal. Et moi, je mettais des mots dessus. Ouais, c'est pas mal. Oui. Et ça lui inspirait quoi quand il voyait ça? Par exemple, le jour où vous lui disiez, ce que tu es en train de faire, ça s'appellerait ceci. Il prenait ça positivement ou... Franchement, je lui disais pas. Je faisais. Et lui, il aimait bien que ça allait exactement avec sa manière de réfléchir. D'accord. Par exemple, pour le recrutement. Il avait un talent pour le recrutement que je n'avais jamais vu avant. Il avait, je pense, 3 talents. Hein, le recrutement, la finance et le juridique. Qu'il comprenait de manière intuitive. C'est quand même fou pour un autodidacte. Oui. C'est bizarre. Mais il comprenait tous les concepts financiers. En fait, il s'était implanté une intelligence artificielle générative avant l'heure. Ah non, mais il me disait ça. Il disait, mais ça, c'est un instinct que Dieu m'a donné. Et donc, par exemple, pour le recrutement, alors, des fois, je lui amenais des super talents. L'entretien durait 5 minutes. Et il me disait, ce gars, il va jamais réussir. Et quand j'insistais
Il me disait, OK, prends-le quand même. Je le prenais 6 mois après. Effectivement, il n'avait pas réussi. Et des fois, il disait, non, c'est celui-là qui va réussir. Et c'est bon, c'est cette dame, c'est ce monsieur. Et bon, il était touché par la grâce. Hein. J'essayais de comprendre c'était quoi son... Et j'ai trouvé qu'il avait 3 critères de recrutement. Ouais. Que j'ai théorisé en arabe. Ça s'appelle Wild Nas, ou Har, ou Qafz. Wild Nas ou la Bint Nas, c'est-à-dire quelqu'un d'une bonne éducation, un monsieur ou une dame d'une bonne éducation. Har, c'est quelqu'un qui a la rage de vivre, quelqu'un qui en veut. La niaque. Et Qafz, c'est-à-dire futé, quelqu'un qui peut comprendre très vite. Le reste, il sait leur apprendre. Ils disent, ça va venir, je vais leur apprendre. Non, les diplômes, c'est bien. Enfin, on a beaucoup de grandes compétences et de personnes qui ont de très, très belles, qui viennent de grandes universités, qui ont fait de très, très belles carrières. Mais c'était pas ça qui était le critère numéro 1. Il fallait avoir ces 3 critères avant. Bonne éducation, rage de vivre ou de gagner et futé. Voilà. Agile, en fait. Agile, ouais. Sur le juridique et le financier, vous avez réussi à théoriser aussi son talent particulier? Oui. Alors, sur le financier, j'ai une anecdote très sympa. Quand on faisait l'introduction en bourse de la SNEP, on était avec les banquiers et les banquiers conseils qui nous expliquaient. Et à un moment donné, est venu le price earning ratio. Et les banquiers parlaient de ça. Faut vous expliquer parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est. Alors, c'est un concept. Vous demandez à n'importe quel financier de vous l'expliquer. Il va mettre 1 demi-heure à vous l'expliquer et vous n'allez rien comprendre. Okay. Et à un moment donné, un banquier se tourne vers lui et lui dit, « Hajj, vous voyez de quoi on parle ?» Lui, il dit, « Oui, je sais. Vous parlez de combien d'années il me faut pour récupérer mon argent. » Et c'est juste ça. Voilà, c'est ça. Si le PER est à 6, ça, vous mettrez 6 ans. Si le PER est à 18, vous mettrez 18 ans. En fait, il avait l'esprit clair, quoi. Donc, il avait cette manière de simplifier les choses. Et ça, c'était une grande force. Alors, les bilans, il savait aller exactement là où, quand il les lisait, c'est pas possible, comment il fait. Mais il savait tout de suite comprendre si une boîte gagnait de l'argent, perdait de l'argent, allait droit vers le mur, avait un potentiel pour grandir. Depuis tout à l'heure, on a quand même un peu l'impression qu'il était touché par la grâce divine. C'est pas possible. Y a bien au moins un épisode où il s'est trompé, où il a fait un mauvais choix. Bien sûr, beaucoup. Bien sûr, nous tous. Il a eu des échecs. Nous tous. Sinon, on serait des anges. Bien sûr. Fin des années 80 déjà, on pensait qu'on allait tout réussir et qu'on pouvait tout réussir. On avait gagné pas mal d'argent grâce à beaucoup de succès qui venaient de ses propres décisions. Et on s'est dit, on va diversifier, mais à outrance, comme vous dites. Donc, on est parti dans des métiers pêche hauturière, confection, chaussures, agriculture. Bien sûr, rien n'a marché, on a tout fermé. Et ça nous a forcé à nous recentrer sur une nouvelle organisation qui va venir fin des années 90, je vous en parlerai. Mais l'histoire qui me fascine aujourd'hui et que j'essaie de garder en tête, il avait décidé de lancer une usine de câbles téléphoniques en 1992. Alors, à chaque fois qu'on faisait une industrie, il faisait appel aux meilleurs des meilleurs. À l'époque, les meilleurs des meilleurs en machines de fabrication industrielle de câbles téléphoniques, c'était une entreprise qui s'appelait Nokia.
Et chez eux, on a acheté la meilleure machine, la plus sophistiquée, dernier cri. Voilà. Enjoliveur, c'est soupape, au vent, toute la... Et quand on a signé le protocole, enfin, quand on a signé le contrat pour qu'ils nous livrent, en guise de cadeau de signature, Nokia nous avait offert 10 téléphones portables. Je ne sais pas si vous avez... C'est-à-dire que nous, on achète une technologie pour faire du câble téléphonique. Ah oui, parce mince. qu'on pensait... Ah mince, ben oui, vous avez été rattrapé évidemment par la Et vie. eux, ils étaient déjà sur une Sur le autre téléphone technologie portable. que personne ne voyait venir. En fait, à l'époque, les téléphones, ça coûtait, je sais pas moi, 40 000 dirhams, moi, je sais pas. Donc, personne ne savait qu'un jour, ça allait venir à cette vitesse-là et que notre machine de câble téléphonique, bon, elle tourne un peu encore, mais elle est presque toujours flambant neuve. Ah ouais, c'est Elle n'a ça. pas beaucoup tourné. Et c'est des choses qui nous... Mais ça, vous y êtes pour rien. Enfin, je veux dire, Bien personne sûr, n'avait bien vu. sûr. Enfin, à l'époque, c'est un peu la distribution qui est à la mode maintenant, mais à l'époque, personne ne pouvait venir voir des choses comme ça. Donc ça, on va dire que ça lui appartenait pas vraiment, mais une décision qui lui appartenait. Est-ce qu'il s'est retrouvé à un moment donné, j'allais dire au carrefour de son existence, à devoir choisir entre la route A ou la route B? Est-ce qu'il a eu des regrets? Est-ce que vous l'avez déjà entendu exprimer des regrets? Je ne pense pas. Non, il était heureux finalement de tout ce qu'il avait réalisé. Oui, oui, vraiment, vraiment. Quant à la diversification, finalement, vous l'avez faite. Elle est très importante. Je le disais en introduction, les univers dans lesquels vous intervenez, la holding, ils sont extrêmement nombreux. Oui, oui. Et ça veut dire que vous avez trouvé la recette pour réussir à mobiliser, j'allais dire, la même énergie, les mêmes moyens et attention dans des secteurs très différents? Alors, la diversification, quand on est dans des environnements économiques de la taille de notre pays, elle s'impose à nous. Hein. Elle est nécessaire parce que le marché n'est pas très profond, comme on dit, et donc on peut pas faire de croissance verticale. On fait ce qu'on appelle de la croissance horizontale. Donc on va dans des métiers qui nous ressemblent un peu et on essaie de capitaliser dessus. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été très bons dans l'industrie, dans les BTP et la promotion immobilière et dans la grande distribution. Alors, en 80, peut-être 17, 18, il est venu avec cette vision de faire des produits et des services qui seraient, bien que diversifiés, qui seraient China-proof. Comment? China-proof. Ça veut dire? Ça veut dire comme une montre waterproof où l'eau ne rentre pas. China-proof, c'est les Chinois qui ne rentrent pas. Je connaissais pas le concept, c'est très drôle. Ça, c'est un concept que j'ai théorisé aussi. C'est très, très marrant, ça. Okay. Mais en fait, il disait, il arrivera un moment. Alors lui, vous voyez toujours 20 ans devant nous. Donc pour le comprendre, il fallait se projeter. Où il nous disait des choses qu'on ne comprenait pas. Par exemple, à un moment donné, chaque dirham qu'on gagnait, on achetait des terrains à Marrakech. Chaque dirham. Et on se disait, c'est pas possible. C'est quoi cette... alors que personne ne croyait c'était Marrakech. Aujourd'hui, Marrakech, c'est ce que c'est. Ils construisaient des hôtels à Marrakech, des hôtels. Et on ne comprenait pas pourquoi ils faisaient ça. Mais 20 ans plus tard... et donc, China-proof, c'est un peu la même chose. China-proof, il disait, à un moment donné, on sera envahi par les produits chinois. Il faut aller vers des produits ou des services qu'on ne peut pas importer. Pourquoi on ne peut pas les importer? Parce que le transport coûterait trop cher, parce que le produit serait périssable en cours de route, parce que... C'est des services. Parce que c'est des services. Comme le tourisme. Le retail et le tourisme, ou le carton et le papier. Bon, enfin, le papier, ça se transporte, mais le carton, ça ne se transporte pas. Au-delà de 150 km, il faut une autre usine de carton. Donc, il est parti dans beaucoup de projets comme ça. Il n'a jamais eu d'associé, hein, si mes souvenirs sont bons. Si, il a eu des associés au début de sa carrière. Mais pas par la suite. Hein. Mais plus par la suite. Donc, en fait, c'était vraiment son esprit que tout ça sortait. Oui. Bah, dis donc. Je me demandais dans quelle mesure
est-ce que tout ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure de lui, et notamment le patriotisme, puisque ça a été, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais une entreprise 100% marocaine. 100% marocaine. Ouais, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Le patriotisme, à la fois économique et un peu politique, comme on l'évoquait, ou même l'altruisme, la générosité qui a été la sienne avec la fondation, dont on pourra se dire quand même un mot, consacré notamment à l'éducation. Il a bâti de très nombreux orphelinats, centres d'accueil, auxquels il a consacré quand même des moyens considérables. Ces choses-là, patriotisme, altruisme, qui s'expliquent, je pense, notamment par le parcours qui est le sien. Oui. On crée des orphelinats plus spontanément quand Bien on sûr. sait ce que c'est que d'avoir été pauvre. Est-ce que c'est des choses qu'il vous a transmises? Est-ce que c'est des choses que vous reprenez à votre compte, même si vous n'avez pas forcément eu la même enfance? Est-ce que vous, les enfants qui avez fait une partie de vos études à l'étranger, vous ressentez ce même patriotisme à l'égard du Maroc? Oui. Voilà, comment ça se traduit dans votre univers à vous? Ok. Alors, quand il était à Marrakech, et c'est vrai, comme vous dites, tout ça vient de son histoire et de son vécu. Mais quand il était à Marrakech, il voulait aller... Alors, il était parti à Salé rejoindre son frère, parce que son frère travaillait dans la construction. Et on lui avait dit qu'à Kenitra, il y avait plus de business à faire et plus de travail, pas de vraiment business entrepreneurial. Et il avait pris le train pour aller de Salé à Kenitra. À l'époque, c'était l'époque du protectorat. Donc, il avait dormi dans le train. Donc, il avait dépassé son arrêt. Et le contrôleur, qui était français à l'époque, lui avait dit qu'il avait, comment on dit, fraudé en quelque sorte. Fraudé. Et donc, il allait l'amener en prison. Et un monsieur, avec sa femme, s'est porté volontaire et lui avait payé le billet. Et le billet de retour de, je pense, Sidi Slimane à Kenitra. Il n'avait jamais revu ce monsieur, mais il avait appris ce que c'était que donner à des gens qu'on ne connaissait pas. Sans contrepartie. Et ça l'avait beaucoup marqué. C'est comme ça qu'en 68, il a créé la Fondation Miloud Chabi, qui est aujourd'hui une fondation d'utilité publique au Maroc, qui a plus de 170 collaborateurs, qui a une école, enfin 2 écoles, et des cités universitaires, des foyers enfin, au Maroc, on a Dar Talib et Dar Taliba. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était à l'époque, les jeunes, pour aller au lycée, il fallait qu'ils quittent la ville. Et donc, ils se retrouvaient dans des villes où il n'y avait pas où loger. Et la fondation les logeait. Je pense qu'il y en a 14 aujourd'hui au Maroc. Avec l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, maintenant, il y a des écoles partout, même dans les coins les plus reculés. Donc, il est arrivé avec la version 2.0 de ça, qui sont les cités universitaires. Donc, il y a des cités universitaires. Il y a une à Kenitra et une à Agadir, et qui accueille, je pense, entre elles 4000 étudiants par an, plus une école à Agadir qui enseigne de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires. Ah oui. Oui, ils viennent de recevoir les résultats. Je pense qu'ils ont eu 7 centraliens admis. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante à relever, c'est que vu la diversification de vos activités, il aurait pu décider à un moment donné de faire de l'éducation une activité parmi d'autres, une activité rentable parmi d'autres. En fait, il n'a fait de l'éducation que sous l'angle de la fondation, donc oui. Voilà. Alors, à titre gratuit, quoi. Alors, on l'avait fait à un moment donné, et il y a même une école à Rabat qui était gérée par ma sœur. Mais c'est presque un business qui n'arrivait pas à... il avait beaucoup de pudeur envers ce business. Il a assumé. Beaucoup de pudeur, parce qu'il n'arrivait pas à faire payer les gens pour l'éducation.
Et donc, un jour, comme ça, dans la voiture, je lui ai dit, je pense qu'il faut que ça fasse partie de la fondation. Et il a tout de suite pris le téléphone. Il a dit, tout ce qui est éducation, vous me le faites passer par la fondation. Et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est fabuleux de vous entendre le faire revivre sous nos yeux. C'était quand même un grand homme. Ouais, merci. On va arriver à la dernière partie de notre entretien, puisque précisément, il y a quelques 10 ans de cela, Oui. en 2014, alors qu'il sent un peu sa santé décliner, Oui. il prend la décision de préparer la suite s'agissant de INA Holding. Et donc, il va répartir les grands projets du patrimoine du groupe sur ses différents enfants. Et là, on va arriver à cette question que j'indiquais en introduction, qui est majeure pour tous ceux que ça intéresse, de savoir comment les entreprises survivent à leurs fondateurs. C'est comment ça s'organise la suite concrètement. Je sais que vous êtes arrivé à une organisation assez atypique, Oui. dans laquelle finalement les différentes filiales qu'on a évoquées tout à l'heure sont dirigées généralement pas par quelqu'un de la famille. Mais par contre, tous les frères et sœurs, ainsi que la mère, d'ailleurs, sont bien impliqués dans l'entreprise. Vous allez nous expliquer un petit peu ce mode d'organisation. C'est un mode effectivement atypique que nous, on n'aimait pas du tout. C'est lui qui en a décidé. Pas en 2000, il nous a quittés le 16 avril 2016. Mais son organisation, il avait commencé en 87, je pense. Il y avait la il avait déjà commencé de la holding qui s'appelle le holding INA, qui veut dire maman en marocain, enfin en berbère. Et qui avait la fonction d'une maman, c'est-à-dire qui s'occupait de toute la logistique pour que les entreprises puissent se concentrer sur leur core business. Donc tout ce qui est juridique, tout ce qui est financier, c'est-à-dire relations avec les banques, tout ce qui est RP, communication, système d'information, tout ce qui est stratégie, ressources humaines, tout ça, c'était à la holding. Les filiales, il a mis des DG qui étaient indépendants de la famille. C'est pour ça qu'on n'aimait pas, parce qu'à l'époque, nous, on voulait tous être DG. Et on n'aimait pas comment ça se fait que ce soit notre entreprise et qu'on ne prenne pas des décisions, nous, au quotidien. Et ils nous interdisaient de faire ça, mais plutôt d'être dans la stratégie et dans le contrôle. Bien sûr, on a tous travaillé dans les filiales pour apprendre, pour acquérir de l'expérience. On a tous été, je pense, tous été mis sous la tutelle d'une personne, moi, de Si Mohamed El-Kilani, Allah yadhkuru bkhair, un monsieur exceptionnel qui était son bras droit et qui m'avait accompagné pendant plusieurs années, le temps que je comprenne ce qui se passait. Et dans les filiales, il y a jusqu'à aujourd'hui des DG qui sont indépendants de la famille, qui font vraiment tout ce qu'ils veulent. Il y a deux choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas recruter ou licencier le directeur financier et ils ne peuvent pas vendre l'entreprise. Mais heureusement quand même. Heureusement, oui, non, mais je veux dire, c'est pour. Mais non, mais c'est intéressant, oui. Mais c'est écrit, mais à part ces deux règles-là, ils font de produits, leur choix de stratégie marketing, leur choix de stratégie commerciale, leur go-to market strategy, tout ça, c'est eux qui le font. Et c'est grâce à ça, et c'est après qu'on a compris que après qu'ils soient partis, les entreprises ont continué à fonctionner. Il aurait été pour moi très difficile d'aller demander des comptes à mon frère ou à ma sœur ou de dire pourquoi vous faites ça. Au contraire, on se concerte et en général c'est pas évident parce que vous devez déjà être avec des gens et avant il y avait une seule tête pensante, là il y a plusieurs têtes pensantes, donc il faut apaiser les esprits, il faut expliquer à tout le monde. Pas tout le monde est dans le même métier, donc moi si je vais à Souaq Salam, qui est la grande distribution, je vais rien comprendre, mais j'ai un frère qui s'occupe de ça et donc je lui laisse la main et c'est comme ça qu'on fonctionne. La légende veut il y a beaucoup de légendes autour de votre famille. La légende veut qu'il y ait un conseil d'administration qui se réunisse tous les 6 mois dans lequel ne sont conviés que les directeurs qui ont fait des résultats positifs.
Oui. C'est vrai cette légende ou pas? Alors, J'aime plus beaucoup cette maintenant. histoire. Plus maintenant, mais c'est vrai. Ok. C'est vrai. Je pense, je lui avais soufflé cette idée. Et il avait aimé ça. Et il avait instauré, enfin, on se voyait dans les conseils. Et effectivement, nos conseils duraient 5-10 minutes. Hein. C'était des conseils... parce qu'il était tellement pragmatique que il me disait... quand il mettait, par exemple, un directeur général en place et que le directeur général titubait un peu ou quelque chose comme ça, je disais, mais il faut le coacher, il faut l'appeler, il faut le soutenir, il faut dire aux autres de l'écouter. Il disait, non, c'est vraiment le seul poste où je ne peux rien faire, c'est le DG, parce que c'est Dieu qui fait le DG. Oula. Ah oui. Ouais. Alors, traduit en mots... soit on a le charisme, soit on l'a pas. African Business School, Ouais. c'est Soit on a le charisme, soit on on a l'a le pas. leadership, soit on n'a pas le Ouais. leadership Ouais, et c'est vous ça. ne pouvez rien faire. C'est pas... Je comprends bien. Et donc, Mais c'est pas faux. et c'est pas faux. C'est Et pas c'est faux. pas faux. Donc, il n'y avait pas de raison de rencontrer des gens qui gagnaient pas enfin, qui ne faisaient pas de bons résultats. Et on a commencé à recevoir que les gens qui faisaient ça. Ça réduisait le nombre d'entreprises à recevoir. Mais ça a créé une ambiance extraordinaire parce que les gens se téléphonaient, dire qui n'a pas été reçu cette année. Voilà, C'est certain. d'où la légende. On a donc parlé de l'organisation de la holding maintenant avec ses filières et à leur tête des directeurs généraux extérieurs à la famille. Néanmoins, vous avez donc familialement tous un rôle parce que ça reste une entreprise familiale. Oui. Vous voulez bien nous repréciser le rôle, à la fois, bien sûr, celui de votre mère comme présidente, le vôtre comme vice-président, mais aussi Faisal, Fawzi, Asma, Mohsin. Oui. Alors, je pense que si vous demandez à chacun de nous quel est son rôle, il va vous donner une version différente. Je pense que l'intelligence était de ne jamais obliger les gens à être dans un rôle précis et de leur permettre de s'épanouir dans le rôle que eux ils veulent. Des fois, ils choisissent de changer de rôle, mais il y a un appel du cœur. Pour moi, personnellement, c'était l'industrie et l'hôtellerie. Pour Fawzi, c'était la grande distribution. Pour mon frère Mohsin, c'était la construction et tout ce qui est contrôle de gestion et système. Pour Faisal, il est parti à l'international. Pour Asma, elle avait un appel Asma a un très grand cœur et donc elle a beaucoup fait dans le social. Elle a toujours voulu donner d'elle-même et plus que d'elle-même. C'est une génie des relations internationales. Donc Asma vous connecte avec qui vous voulez dans le monde entier en un clin d'œil. Elle a cette capacité à désarmer les gens qui me sidère à chaque fois. Elle met tout de suite les gens à l'aise. Fawzi comprend la grande distribution comme moi, je ne pourrais jamais comprendre. Enfin, chacun a quelque chose qui l'attire plus que d'autres. Et ça devient un peu notre repère dans ce métier-là. Et si on a des questions ou des questionnements, alors bien sûr, on a, alhamdoulilah, de très très bons collaborateurs, des gens qui sont avec nous depuis très longtemps. Notre père fondateur, Allah yarhamou, disait toujours qu'il n'avait pas 8 enfants, qu'il avait 20 000 enfants. Et c'est vrai, on le vivait mal, nous, parce que... Ça rend modeste. ça rend modeste, mais on voulait quand même avoir une sorte de préférence. On n'en avait pas. On était sûr qu'en tout cas, s'il y avait des accords, c'était à ses collaborateurs qu'il allait donner raison et jamais à ses enfants. C'est pas évident. Quand vous venez de rentrer, le poids que vous avez, souvent on parle de deuxième génération, on pense que c'est facile, c'est vrai. Alhamdoulilah, on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est comme ça que vous dites. Oui. Et qu'on a eu beaucoup de facilité dans beaucoup de choses, mais quand vous rentrez au travail, vous êtes obligé de faire vos preuves. Oui, bien sûr.
ce qui n'est pas évident, parce que vous êtes, vous êtes le fils de Maradona. Donc, on attend de vous que vous les gens jouiez s'attendent comme à ce que vous jouez comme Maradona. C'est ça. Et non seulement ça, mais en plus, quand vous rentrez sur le terrain, les gens vous disent on compte sur vous, c'est bon, allez. Les gens. Et vous commencez à jouer, les gens se rendent compte que vous êtes nul, parce que bon, Maradona, il a 20 ans au moins d'expérience avant vous. Bon, chez nous, notre père avait au moins, pour peut-être le premier qui avait commencé chez nous, 35 ans d'expérience plus que lui. Et donc, il faut se réaffirmer, apprendre, revenir, se remettre en cause, se réaffirmer. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. La transition n'est jamais facile. On parlait tout à l'heure de transition. Aucun fondateur ne crée une entreprise en disant « je vais la transmettre à mes enfants ». Aucun dans le monde entier. Il pense à payer ses salaires en fin du mois en général et son loyer. Il pense à faire marcher son entreprise. Si l'entreprise marche, c'est quelque chose qui vient après. Bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes, notamment certains de l'Africa Business School. Il y a des associations, il y a des systèmes qui mettent en place tout ça aujourd'hui et c'est bien. Je pense que nous sommes à un tournant stratégique pour le Maroc où tous les capitaines, les grands capitaines économiques et financiers sont en train de partir et il ne faut pas qu'on rate cette transition-là. L'Allemagne a fait un super boulot là-dessus parce qu'il y avait plein d'associations et même d'entreprises de taille intermédiaire. Mais BMW aujourd'hui est toujours géré par la famille au quotidien. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un mystère, c'est une science. On met en place à chaque fois une brique et il faut beaucoup de patience pour mettre tout ça. En tout cas, vous avez déjoué clairement tous les pronostics un peu négatifs, puisque le groupe ne s'est pas cassé la gueule, qu'il va même plutôt, qu'il va même plutôt bien. Vous nous le confirmez, n'est-ce pas ? Oui. Et que finalement, cette organisation-là, contre toute attente. Oui, contre toute attente, parce que c'est jamais évident. Et malgré le Covid, et malgré tout de même les difficultés économiques qui ont suivi le Covid, et cette organisation-là, au quotidien, elle vous impose quand même, entre frères et sœurs notamment, de prendre des décisions ensemble, de penser ensemble cette stratégie qu'autrefois le patriarche pensait seul. Oui. Ça doit pas être simple, parce que j'imagine que de temps en temps, vous allez au clash ou au conflit de vision. Clairement. Dans ces cas-là, qui est l'arbitre des élégances ? Qui tranche définitivement ? C'est notre maman, Allah yahfadha. C'est maman. Oui. Ça, c'est formidable. C'est notre maman, Allah yahfadha. Bon, encore une fois, on a la chance d'avoir des entreprises qui, au quotidien, sont indépendantes. Donc, nous n'avons pas à prendre des décisions quotidiennes. Et c'est comme ça qu'on a compris que c'était une organisation magnifique. Donc, le débat serait est-ce qu'on ouvre un autre hôtel ou est-ce qu'on ouvre un autre supermarché ou est-ce qu'on ouvre une autre usine, par exemple. Et en général, c'est facile parce que les chiffres vont vous imposer ces décisions-là. Mais ou est-ce qu'on reste dans ce domaine ou est-ce qu'il faut vendre cette boîte ou est-ce qu'il faut vendre celle-là? Et ça rend les choses plus faciles, bien que c'est des décisions plus difficiles parce que les conséquences sont plus importantes. Cette communion que vous avez entre vous, elle est peut-être plus facile à avoir à l'échelle de frères et sœurs qu'à l'échelle de cousins. Je fais allusion à la génération qui vient. Oui. Parce que finalement, cette transmission et cette continuation, cette perpétuation de la holding, de l'entreprise, elle va se poser à nouveau dans les prochaines années lorsque ce sera au tour de la 3e génération de prendre la suite. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà les idées à peu près claires là-dessus, mais d'abord, est-ce qu'ils en ont envie, les jeunes gens, soit vos propres enfants, soit vos neveux et nièces, Est-ce qu'ils ont envie de continuer cette aventure ou est-ce qu'ils sont tournés vers autre chose ? J'espère que certains, au moins d'entre eux, auraient envie. On essaye tous de les convaincre de nous rejoindre. C'est pas toujours évident. C'est pas bien ou mal de ne pas rejoindre la boîte familiale. C'est ça le plus important.
Et ça ne doit pas être mieux pour les uns et moins bien pour les autres. Il y a des gens qui auraient d'autres aspirations. Il n'y a pas de jugement de valeur. Qui aimeraient faire autre chose et il faut respecter ça. Mais la difficulté est de leur vendre cette histoire parce qu'ils ne l'ont pas vécu comme nous, on l'a vécu. Nous, on a vécu les hauts et les bas, on a vécu les moments difficiles. On sait combien c'était dur de construire dès le début. On sait combien c'est dur de commencer de Chiadma, comme vous dites, de Mzilat, et de venir jusque-là. J'espère qu'ils seront touchés par cette histoire. Je pense qu'ils le sont. Je pense que certains veulent perpétuer. Maintenant, les convaincre à rejoindre un groupe traditionnel, surtout, des fois, certains ont eu des succès à l'international. Ils ont travaillé dans de trop grosses boîtes. On pense à Lamia, par exemple. On pense à Lamia qui a été primée comme l'une des meilleures analystes financières. Comment vous allez la convaincre? Il y a Adnan qui a fait, qui est dans l'IA, dans une start-up. Il y a Younes qui était au Canada. Il y a Marwa qui a fait une très grosse boîte d'RP et qui a super bien réussi. Et comment vous leur dites, revenez construire avec nous un truc d'abord from scratch. Et en plus, on va vous payer 2 francs 3 sous. N'est-ce pas? Parce que nous, on n'a pas les moyens de payer comme les autres. En tout cas, pas comme les grosses boîtes internationales. Et donc, c'est beaucoup de... Ça pose la question de croyance et d'amour. De l'internationalisation aussi de l'entreprise, oui, que votre père avait déjà largement entamé dans les années 70 en allant en Afrique. Il était un peu précurseur à ce moment-là. Oui. Aujourd'hui, vous la verriez comment, cette extension géographique? Moi, j'espère, enfin, mais c'est vraiment mon souhait personnel, hein. Je pense qu'il est grand temps pour les entreprises marocaines de devenir des boîtes internationales. Des multinationales. Et des multinationales. Et c'est un devoir pour notre groupe, en tout cas, que de devenir un symbole pour les autres entreprises marocaines. C'est ce que je dis toujours à nos collaborateurs, qu'on le veuille ou non, nous sommes c'est nous qui donnons le la, pour parler en termes musicaux. C'est un peu ce que fait l'UM6P aujourd'hui. Avant, c'était un autre standard. Maintenant, toutes les universités ont envie d'être comme l'UM6P. Peut-être qu'ils n'arriveront pas, mais le standard est différent. En fait, ça élève les ambitions. Et ça élève les ambitions, mais que ce soit en termes d'éthique, ou en termes de performance financière, parce qu'il n'y a pas que la performance financière, mais nous n'avons plus le droit à l'erreur. Vous me faites une super transition. Il n'y a pas que la performance financière et le développement durable dans tout ça. Et le développement durable dans tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question parce que compte tenu des activités que vous avez, aussi diverses qu'on les a décrites, vous avez forcément un impact environnemental dans plein de domaines. Commencez évidemment par le bâtiment, par l'agroalimentaire. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir si votre holding est avancée, appétente pour ces sujets-là ou pas. Oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que nous étions précurseurs. Alors, ça avait commencé dans les années 92, je pense, avec la certification qualité. Nous étions la première entreprise marocaine à être certifiée ISO, avec AFAC, un organisme français. Et depuis, toute la certification ISO nous impose cette sorte de remise en cause du fameux PDCA où on planifie, on fait, on revoit et on réagit. En fait, ce cercle vertueux où après, beaucoup de systèmes comme les systèmes de la protection de l'environnement se sont greffés presque naturellement. En 2006, on avait fait une grande manifestation de l'environnement et du développement durable.
Et à l'époque, j'avais fait signer à tous nos directeurs, en présence de la ministre de l'Énergie et de la ministre de la Santé, et de notre fondateur, Haj Miloud Cheb, Allah yarhamou, une sorte de charte du développement durable, enfin de l'environnement et du développement durable. C'était personnellement pour moi un coup de bluff. C'est-à-dire, d'abord, ça allait faire un super coup marketing, mais et si ça marchait, tant mieux. Mais j'étais pas sûr que ça allait marcher parce que je sentais que quand je leur parlais d'environnement et de développement durable, dans la manière de me regarder, c'était un peu le mec qui a passé un peu trop de temps en Californie, il vient nous prendre la tête maintenant. Ouais. Et donc, et à ma surprise, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc, on a aujourd'hui plusieurs boîtes certifiées RSE. On a des stations d'épuration d'eau dans toutes nos filiales. Il y a un gros projet d'énergie renouvelable qu'on va bientôt lancer de 100 mégawatts d'éoliennes. Il y a eu un travail, d'ailleurs, que je salue tous les collaborateurs qui ont fait ce travail exceptionnel. C'est aussi ça la continuation du patrimoine légué par votre père. C'est Oui, à la oui. fois l'extension géographique, mais c'est aussi repenser les activités pour qu'elles Absolument. impactent moins négativement nos Absolument. capacités à vivre sur cette terre. Absolument. Des fois, je me dis, mais c'était quoi son repère quand il voulait prendre des décisions? Et alors, il y a un film des années 80, bon, on est un peu vieux maintenant, c'est pour ça qu'on le connaît, et qui s'appelle Do the Right Thing. Et c'était ça la phrase pour moi catchy, c'est-à-dire à chaque fois, avant de faire quelque chose, on le sait tous, il y a même un verset du Coran qui est exceptionnel qui dit quand vous faites quelque chose, au fond de vous, vous savez que c'est bien ou vous savez que c'est pas bien. Même si vous vous racontez d'autres histoires, vous le savez. Donc c'est pas la peine de se mentir, quoi. Donc à votre tour de faire the right thing. Voilà. Et puis, c'est pas évident. Dans quelques années à peine, autour de la new generation. J'espère, n'est-ce pas? Le temps passe tellement vite avec vous. On arrive vraiment sur la fin. J'ai envie de vous poser des questions rapides. Dites-moi. Peut-être un peu plus personnelles. Le moment le plus heureux de votre aventure entrepreneuriale à vous, ce serait quoi? Personnel. Le lancement de Merco.ma. Ah oui. C'est une plateforme de ticketing. C'est une autre start-up en quelque sorte. C'est votre amour. Et les premiers tickets qu'on commençait à vendre, c'était parce que en fait, on allait convaincre des propriétaires de bus de nous laisser prendre leurs tickets sur Internet. Et la plupart nous coupaient au nez direct. Si on disait oui, on a une solution Internet, ils disaient ah, c'est vous les gens de l'Internet, ciao. Parce que pour eux, c'était juste du charlatanisme. Donc, vendre les premiers tickets, convaincre les premières personnes, c'était vraiment une très belle fierté. C'est l'âme d'entrepreneur. Hein. C'est pas seulement l'âme de l'héritier d'une entreprise, c'est l'âme d'entrepreneur. Le moment, ça peut être personnel, pas seulement professionnel, mais le moment le plus sombre de votre vie? La mort de mon frère. Comment vous l'avez surmonté? On ne surmonte pas ce genre de truc. On s'habitue. Ça a soudé la famille? Oui. On sait que votre famille a vécu plusieurs drames. J'ai pas voulu insister là-dessus, mais on les a malheureusement à l'esprit. Oui. Et... Ce drame particulièrement parce que c'était un choc, parce qu'il était jeune, parce que c'était un crash d'avion, parce que c'était inattendu. Ça nous a... En tout cas, moi, ça c'était un vrai changement de paradigme. Vous avez vu le monde différemment après? Oui. Depuis, je ne suis plus pressé. Ouais, c'est intéressant. Ouais. À qui vous parlez lorsque vous vous sentez totalement désemparé? Que vous hésitez précisément entre plusieurs possibilités? À ma femme.
vous reproduisez ce que faisait votre père. Probablement. C'est intéressant. Probablement. On vous le souhaite. S'il était là devant vous, qu'est-ce que vous diriez à votre père? Merci. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants disent de vous lorsque vous ne serez plus là? J'ai une version très trash de cette question. Ah bon? C'est qu'est-ce que vos enfants vous raconteront à leur psy de vous? Ah, ça c'est horrible. Non, je préfère ma question. Mais qu'est-ce qu'ils diront de moi? Écoutez, que j'étais un bon père, que j'ai fait de mon mieux. Do the right things. Vraiment, que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que vos enfants sont nés avec un caractère et souvent on se demande quelle est notre part de responsabilité dans ce caractère. On essaie de faire notre mieux. J'espère que je suis en train de faire les bons choix. Je vous ai demandé de venir avec un objet Oui. qui était relié à notre conversation, Oui. mais vous aviez le choix absolu, un objet qui compte pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai ramené ma bague. Une bague. Oui. C'est une bague du mariage de mon père qu'il m'avait donnée de son vivant. Montrez-la. Donc, moi, je porte 2 bagues maintenant, une de mariage et une de mon père. C'est une bague que je prends avec moi dans les moments où j'ai besoin de son support moral. Et vous le sentez là. Et je le sens là. Moi, je sens tout le monde là. Vous êtes quelqu'un de... Non, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes quelqu'un de très sensible. Je crois que ça se sent. On l'aura perçu tout au long de cette conversation. Je vous remercie sincèrement de votre honnêteté, de votre franchise. J'ai passé un excellent moment, mais je voudrais pas que ça s'arrête comme ça, ce moment, parce que cette sensibilité, vous l'avez aussi dans le domaine artistique, et c'est la surprise de ce podcast, puisque je vous ai à peine forcé la main, mais vous avez accepté de nous donner à voir une de vos compétences cachées, de vos talents cachés. Donc, je vais demander à ce qu'on vous apporte peut-être un instrument de musique au hasard. Et les gens comprendront vite quel est ce talent caché. Okay. Merci beaucoup. On va faire plusieurs prises. Hein. Ça va être que... Bon, mon fils, c'est mon directeur artistique. C'est lui qui vous a appris à jouer? Non, c'est moi qui lui ai appris à jouer, mais il m'a dépassé. Ah, Comme mon autre fils à qui j'ai appris le sport, il m'a dépassé. Ah, c'est génial. Donc, j'ai un coach sportif. Un DA. You come by me, angel, hear my plea. Take my hand and lift me up, 'cause I don't wanna go alone. I don't wanna go alone. Waiting on angel, one to carry me home. Hope you come see me soon, 'cause I don't wanna go alone. I don't wanna go alone. Oh. Bravo, vraiment rien à dire. C'est
Je crois que je suis pas la seule à avoir apprécié. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir dévoilé tout un pan de votre existence avec Miloud, avec Mama, avec vos frères et sœurs. La vie avec ses joies, avec ses peines, l'aventure entrepreneuriale, l'héritage, la vision, tout ce qu'on aime dans ce podcast. C'était un bonheur de vous avoir. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Je suis très honoré. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de sortie, mais ça vous donnera peut-être envie. Vous m'avez aidé, hein. Vous m'avez aidé, vraiment. Et merci beaucoup. Et on peut se le dire et le dire même publiquement, il y a ce projet d'écrire un livre, notamment sur la vie de votre père, dont on espère vraiment qu'il verra le jour parce qu'il le mérite plus que largement. Je pense aussi. Alors, un dernier mot, cette fois-ci, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et notamment à nos chers étudiants et étudiantes pour qui ce podcast a été pensé avant tout, puisqu'il s'agit de vous inspirer, de vous donner à voir que, comme le disait ma propre maman, la vie a plus d'imagination que toi. Que c'est tout à fait possible de surmonter toutes les barrières et toutes les résistances du destin. On a eu un très, très bel échange, comme chaque épisode de ce podcast. L'idée est de vous faire découvrir des gens assez exceptionnels. Merci à tout le monde d'avoir suivi et à très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas de rêver en grand pour ne jamais perdre de vue vos rêves pendant que vous les poursuivez. Merci.